Voilà. Voilà. Me laisser juste. Voilà. Donc, je vous ai invité à faire une vidéoconférence vite fait sur la règle, ce qu'on appelle en politique ou en sciences politiques ou en management public, ça dépend du contexte, ce qu'on appelle la règle du précédent. Ça veut dire que dans votre gestion de la chose courante, vous prenez des décisions, vous posez des actes euh, qui ne vont pas dans le bon sens parce qu'elles ne sont pas consensuelles, parce qu'elles frustrent une partie des administrés, parce qu'elles ne s'accordent pas avec les standards donc en termes d'éthique, en termes de gouvernance, en termes de respect des droits et des libertés publiques, individuelles et collectives. Et ces règles-là, quand vous les entérinez surtout par une décision de justice, ces règles ont l'inconvénient qu'elles fixent, elles vous donnent un record, comme disent les anglo-saxons. Ça veut dire qu'elles vous donnent un antécédent, elles créent un antécédent ou un précédent qui, à l'avenir, peut s'appliquer à vous ou peut vous être défavorable. Voilà. Je dis ça, c'est parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais à chaque fois que tu parles de la règle du précédent, qu'est-ce que c'est exactement? Il faudrait peut-être faire un live et nous expliquer ce que c'est pour que nous comprenions exactement de quoi il s'agit, la règle du précédent. C'est de ça qu'il s'agit en fait, la règle du précédent. Et si j'ai choisi de parler de la règle du précédent, c'est parce que s'ouvrira le 6 septembre dans notre pays le procès du président élu Maurice Kamto, qui aura lieu devant une juridiction d'exception qui est le tribunal militaire. Le tribunal militaire, en principe, nous connaissons les attributions du tribunal militaire, il suffit de regarder les textes dans notre pays, qui est chargé de juger les personnes qui ont commis des crimes avec armes ou aussi qui des personnes, si c'est des civils, ou même pour la plupart des militaires qui ont commis des fautes dans l'exercice de leurs fonctions. Il se trouve qu'un ancien candidat à la présidentielle se retrouve devant une juridiction d'exception qui est le tribunal militaire, qui n'a pas compétence pour le juger, mais qui dit on va le juger. Et en plus, ce tribunal militaire ne répond pas du Conseil supérieur de la magistrature, il répond du ministère de la Défense, qui est un ministère délégué à la présidence, dont il répond directement du président de la République. Ça veut dire que celui qui a perdu les élections veut faire juger et condamner celui qui a gagné les élections parce qu'il décide de protester pacifiquement contre le hold-up électoral. Et j'ai dit que cela crée la règle du précédent. Bon, vous savez, je ne suis pas un adepte de... Je suis plus un anglo-saxon maintenant. Je ne suis pas un adepte de la récitation comme les Onangini ou les autres, les Aboya Manassé Ndong. Ça, je les laisse ça. Parce que parfois, ils récitent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Je préfère prendre des exemples simples pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit quand on parle de la règle du précédent. La règle du précédent, dans notre, je prends deux exemples de dirigeants. Je prends d'un côté un dirigeant camerounais, un ancien chef d'État camerounais, et d'un autre côté un ancien chef d'État ivoirien. L'ancien chef d'État camerounais, c'est nous avons deux, hein, André Marimbida et Amadou Ahidjo. Donc je prendrai Amadou Ahidjo. Et en Côte d'Ivoire, ils en ont, je crois, trois, je crois. Hein. Il y a Laurent Gbagbo, non, quatre. Laurent Gbagbo, non, Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, trois. Donc, je prendrais Laurent Gbagbo. Donc, vous voyez, je prends ceux qui viennent juste, ceux qui précèdent le président actuellement en fonction. Donc, au Cameroun, je prends Amadou Ahidjo. En Côte d'Ivoire, je prends Laurent Gbagbo. Et ici, je vais m'appuyer sur l'histoire politique. L'histoire. Parce que l'histoire, c'est là où il y a les éléments, le factuel, les faits. Et aussi, je vais inviter ceux qui veulent bien comprendre mon live à lire quelqu'un que j'ai beaucoup aimé hein, pour pouvoir comprendre le Cameroun, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit dans ses livres. C'est un auteur français, il s'appelle Philippe Gaillard. Philippe Gaillard est un Français qui a écrit deux livres, Le Cameroun, tome 1, Le Cameroun, tome 2. Je recommande aux Camerounais de les lire. Les livres sont édités aux éditions Jaguar.
Les éditions Jaguar, c'est Jeune Afrique. Donc, je pense que ces livres sont encore disponibles en librairie. Philippe Gaillard, qui est un Français, a écrit un ouvrage très intéressant sur le Cameroun, tome 1, tome 2, qui permet de le comprendre. Bon, et pour ceux qui s'intéressent un peu à la Côte d'Ivoire, ils peuvent lire Guy Laberty, qui est un militant socialiste, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Adieu Abidjan-sur-Seine. Donc, quand vous lisez, surtout Philippe Gaillard, parce que mon audience là est camerounaise, elle n'est pas ivoirienne, mais on va s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire pour permettre aux Camerounais de comprendre. On aurait aussi pu prendre l'expérience du Nigeria. Si on a un peu de temps, si le live ne fait pas 1 heure, je parlerai brièvement du Nigeria avec le cas Sani Abacha. Bon, Paul Biya veut faire juger Maurice Kamto. Je n'entre pas dans la polémique parce qu'attendons de voir ce qui va se passer. On ne va pas revenir dessus. Mais je dis bien que ce que je dis, c'est que je pense que Paul Biya, c'est un patriarche, c'est un doyen. Même quand on parle, on a certaines pensées, parfois on se dit non, vraiment, ce type, vraiment, il faudrait qu'il se retire la scène politique. Et pour que notre pays ne soit pas humilié, que nous soyons un peu comme le Sénégal. Moi, le pays que j'adore en Afrique, c'est le Sénégal. Vous voyez, les anciens présidents sénégalais peuvent aller, venir, se mouvoir, rentrer dans leur pays, décider d'être enterrés à l'étranger ou dans leur pays. Alors, chez nous, il y a toujours un contentieux historique et avec beaucoup de haine. Le Sénégal, c'est une démocratie plus ou moins apaisée. Voilà. Et quand on sait qu'Aïdjo était un grand ami de Senghor, on se dit, ben dis donc, l'héritage politique de Senghor a prospéré, mais celui d'Aïdjo ne l'a pas été. Et d'ailleurs, on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi, parce que Aïdjo a créé ce qu'on appelle en sciences politiques aux États-Unis la règle du précédent. Ça veut dire que ce que Amadou Aïdjo a appliqué à ses adversaires politiques, les André Marimbida, les Kemajou, les Oumniobe, les Ernest Ouandje, les Félix Roland Moumier, les Osende Afana, ce qui les a appliqués a créé un précédent qui a fini par s'appliquer à Aïdjo lui-même, alors que Aïdjo avait opéré une transition pacifique du pouvoir entre lui et son successeur. C'est l'histoire, c'est les faits. Je dis bien que ce que Aïdjo a appliqué à ses adversaires politiques, André Marimbida, Félix Roland Moumier, Ernest Ouandje, André Marimbida, arrêté, torturé, est allé à Tcholiré, etc., est décédé dans les conditions qu'on sait. Félix Roland Moumier, assassiné à l'étranger. Osende Afana, assassiné dans les zones de l'Est. Ernest Ouandje, arrêté, jugé, fusillé à Bafoussam. Ruben Oumniobe, exécuté dans la forêt, là, quelque part, à Boumniebel, et puis son corps a été coulé dans du béton à Ezeka, etc., etc. Voilà. Et puis d'autres personnes qui ont été arrêtées. Moi, j'ai un oncle qu'on appelait Papa Maître. Quand on allait au village, je voyais toujours nos parents pleurer quand ils le voyaient, quoi. Et nous, on avait les larmes, on pleurait. Ça nous a laissé un traumatisme. On l'avait arrêté, on l'a amené à Mantoum et à Tcholiré. On lui a mis la lumière. Donc, il a perdu la vue au bout d'un certain temps. Et on l'avait mis les menottes dans le derrière. Donc, ses mains sont restées comme ça, là, comme un kangourou. Et il ne voyait pas. Donc, quand on venait au village, tout ce qu'on lui donnait la nourriture, il était là, il parlait. On avait les parents qui pleuraient toujours. Donc, les têtes coupées, c'était les adversaires politiques. Mais Aïdjo avait choisi une répression très brutale. Et pourtant, malgré le fait qu'il ait rendu pacifiquement le pouvoir, malgré le fait qu'il ait opéré une transition pacifique du pouvoir, le précédent qu'il a créé s'est appliqué à lui. Et vous allez voir le paradoxe. C'est que lorsque l'on prend la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, où Laurent Gbagbo a été président de la République pendant 10 ans, où après les élections dont il estime qu'il avait gagné, il y a eu un contentieux post-électoral, il a été délogé et arrêté dans son palais dans des conditions très violentes par la force licorne et les FRC. Nous avons, enfin, j'ai jamais regardé ces vidéos-là, mais beaucoup de gens ont regardé les images là, de son arrestation, son transfèrement à l'hôtel du Golfe,
et puis on l'a amené à Bouna dans le nord. Par contre, c'est là que moi j'ai commencé à militer pour sa libération. Et à Bouna dans le nord, après on l'a déporté à la Cour pénale internationale et son procès, il est sorti de là avec un acquittement et il va bientôt revenir en Côte d'Ivoire parce que moi je suis dans la galerie du président Laurent Gbagbo et bon, je sais qu'il va bientôt rentrer en Côte d'Ivoire. Sans doute c'est là-bas que j'irai le rendre visite parce que ça me fait chier d'aller le voir à la Cour pénale, même à côté en Belgique, ça fait chier. C'est à Abidjan là, en train de manger la ticket, qu'il faut aller le rendre visite. Donc, Laurent Gbagbo, pourtant, va rentrer chez lui. Quand vous voyez le paradoxe, au Cameroun, le parti politique d'Aïdjo qui s'appelait l'UNC a disparu. Les cadres de l'UNC ont pratiquement disparu de la scène politique. Amadou Aïdjo lui-même est mort, enterré à l'étranger. Sa famille vit toujours à l'étranger. Ses biens ont été, bon, je vous passe le tralala, ses fidèles, après le 6 avril, ont connu un procès devant les militaires. Beaucoup ont été exécutés. Les biens ont été... Bref, ce qu'il a appliqué à d'autres lui a été appliqué alors qu'il avait connu une transition pacifique, alors qu'il avait effectué une transition pacifique du pouvoir. Quand vous regardez du côté de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est sorti du pouvoir dans des conditions violentes. Et pourtant, quand vous regardez, le FPI est toujours dans la scène politique ivoirienne. C'est un parti qui est bien en place avec ses militants, tous ses cadres qui sont là. D'autres sont en exil, d'autres sont rentrés d'exil, d'autres étaient en prison, ils sont sortis de prison, ils sont en train de réorganiser leur parti. Gbagbo, les négociations sont en cours pour que Gbagbo et les exilés rentrent. Et quand ils vont rentrer, 2020, ça va être, ils vont se repositionner dans la course à la présidentielle pour 2020 et non si même après. Et quand vous regardez aussi, les cadres du parti de Gbagbo sont en place. Hein, les Afinguessan, les Moïse Elida Kwasi, les Laurent Akoun, les Assoa Adou, les Hubert Olay, les Justin, Konaté Navigué, Charles Blé-Goudé, Alci Djedje, tous sont en place. Par rapport au parti d'Aïdjo et les Sarkifada, et bref, tous ces gens-là sont décédés dans des conditions vraiment déplorables. Et pourtant, ils avaient rendu pacifiquement le pouvoir. Ils ont été victimes, en fait, de ce qu'on appelle dans la politique, quand on lit des ouvrages vraiment très poussés. Non, c'est le thé, Manila Bankalore. C'est le thé. Donc, les cadres de l'administration Aïdjo ont été victimes de ce qu'on appelle en sciences politiques ici, la règle du précédent. Ça veut dire que quoi? Logiquement, ce serait attendu à ce que Laurent Gbagbo, qui est sorti dans des conditions violentes, voit son parti, le FPI, disparaître, voit tous ses cadres arrêtés, voit lui-même Gbagbo condamné à mort à la Cour pénale internationale, voit sa femme condamnée à mort, voit ses biens saisis, voit les gens qui étaient en exil peut-être exécutés ou tués. Mais non, pourtant, paradoxalement, Gbagbo revient, le FPI se reconstitue, ses cadres reprennent la place en dehors de quelques gens qui sont décédés, hein, comme Gossio Marcel, paix à son âme, Sylvain Miaka Oreto, paix à son âme, Abdoudraman Sangaré, hein, paix à son âme, et puis j'oublie une personne là, dont j'ai cité Miaka, Abdoudraman, Gossio Marcel, et puis il y a un nom, le nom m'échappe. Voilà. Donc, en dehors de quelques gens qui sont décédés, mais sinon, tout le staff de Gbagbo en place, ils sont en train de se réorganiser. Ils tiennent des réunions. D'ailleurs, vous avez vu le président Bédier, allez le voir dans le cadre des alliances, puis commence à discuter. Est-ce qu'ils peuvent partenaire? Et vous avez vu le président Ouattara dire, ah, Gbagbo, c'est mon frère, parce qu'il commence à évaluer le poids politique. Donc, on se serait attendu logiquement à ce que Gbagbo, avec la sortie violente qu'il a eue de la scène politique en Côte d'Ivoire, qui ne revienne plus dans le jeu politique, qui soit écarté du jeu politique forever. Pourtant, il revient. Pourtant, son parti est là. Pourtant, ses cadres sont là. Certainement, il y a encore des détails à régler, comme les exilés politiques, comme les militaires, les anciens militaires de son administration qui sont en prison.
Mais tout ça, c'est des choses dont les discussions sont en cours, les tractations sont en cours pour que ce soit réglé. Bon, ça prendra du temps, mais ça va se faire. Alors que du côté de Amadou Ahidjo, tout a disparu. Les militaires qui étaient proches d'Ahidjo, on n'a plus de nouvelles. Beaucoup sont morts, d'autres avaient été fusillés en Balmayo, comme on sait. Lui-même, Ahidjo a connu un procès. Il a été condamné par contumace. Il est décédé à l'étranger, inhumé à l'étranger, et une bonne partie de sa famille vit en exil. Les biens des gens qui ont été saisis, bref, vous connaissez tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Je ne vais pas revenir dessus pour ne pas appuyer sur la plaie. La différence tient au fait que Ahidjo avait créé ce qu'on appelle en sciences politiques la règle du précédent. Et Laurent Gbagbo n'a pas créé ce qu'on appelle en sciences politiques la règle du précédent. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je le dis encore. Ahidjo avait créé ce qu'on appelle en sciences politiques la règle du précédent. Et Laurent Gbagbo n'avait pas créé ce qu'on appelle en sciences politiques la règle du précédent. Pour bien comprendre, interrogeons la gouvernance de Laurent Gbagbo en matière de démocratie, en matière de liberté publique. Mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs et que le live s'arrête, on arrête le live et on vous attendait l'après-midi. On va faire le live sur le secteur informel. Moi, je parle, donc vous au moins mettez les cœurs. Vous n'avez pas que les gens qui nous veulent du bien. Hein. Il y en a qui ne nous veulent pas du bien. Donc, interrogeons la gouvernance de Ahidjo d'un côté et interrogeons la gouvernance de Gbagbo d'un côté en matière de respect des libertés publiques. Respect des libertés individuelles, respect des libertés collectives, démocratie, c'est-à-dire que la pratique de la démocratie, c'est-à-dire que le dialogue avec les adversaires politiques, le respect, le statut des adversaires politiques, etc., sous Gbagbo et sous Ahidjo. Interrogeons l'appareil répressif sous Laurent Gbagbo et sous Ahidjo. Quand vous mettez les deux dans la balance, vous allez bien comprendre, parce que là, vraiment, parce que chez nous, j'entends souvent les analystes politiques. Ça me fait beaucoup sourire. Même si j'ai du respect pour les gens, ça me fait beaucoup sourire. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression qu'ils parlent de la politique du sous-quartier. Et bon, ils viennent toujours vous dire, oh, moi, j'ai 30 ans de politique. Vous les entendez. Surtout ceux du Manidem, là, parce qu'ils font trop de bruit. Les Ketchaten, les Ikane Anissé, les Marianne Ikane, les Kwebo, tous ces bruiteurs-là, ils bavardent beaucoup. Ils pensent que mettre un petit écharpe de l'UPC sur le col là et que le Cameroun avait cas, ça veut dire qu'on a fait la politique. Ça me fait rire. Nous, on a commencé au Parti socialiste français à 17 ans. Et on a continué ici. Et on a beaucoup lu, on a beaucoup regardé. On n'a seulement pas eu la chance de pratiquer. Parce que pour pratiquer, il faut aller chez soi. Donc, quand vous faites l'analyse politique et que vous regardez la politique à haut niveau, et c'est ça qui a sauvé Gbagbo d'ailleurs à la Cour pénale internationale, parce qu'il a fait la politique au haut niveau. Et il était entouré des gens, hein, des esprits, des professeurs Albert Bougie, qui est le frère de Robert Bougie, là, qui est un grand professeur de droit et de droit constitutionnel, et de sciences politiques, qui est un cerveau, hein, il était entouré de Guy Laberty, des fins stratèges au Parti socialiste, il était entouré des professeurs, comment on l'appelle, de Bernard Houdin, des fins stratèges même français qui lui ont dit voilà la manœuvre. Donc il savait à peu près où ce qu'il attendait devant et il a su comment manœuvrer. Ce qui n'a pas trop été le cas d'Ahidjo. Je prends un exemple, pour qu'on comprenne bien. Sous Ahidjo, regardez la pratique, le traitement qu'Ahidjo a réservé à ses adversaires politiques. Le traitement qu'Ahidjo a réservé à André-Marie Mbida. Arrêté, jugé, condamné, emprisonné, et il est sorti des prisons avec des séquelles qui l'ont condamné à la mort. Disons ça comme ça. Regardez le traitement qu'Ahidjo a réservé à Ernest Wandji. Arrêté, jugé devant un tribunal militaire, fusillé sur la place publique à Bafoussam. Regardez le traitement qu'Ahidjo a réservé à Ruben Oumniobé. Exécuté en pleine forêt, à Boumniébel, ou je ne sais pas moi où là. On l'a ramené, exposé sur la place publique, enterré comme un vulgaire animal. Regardez le traitement qui a été réservé à Félix Moumié.
On a utilisé un espion qui se passait par un journaliste. On a empoisonné Félix Roland Moumié et il a été enterré en Guinée. Et même en Guinée, son corps a été profané. Regardez le traitement qui a été réservé comment vous l'appelez, après Félix Roland Moumié, le traitement qui a été réservé au Séné-Afana. Regardez le traitement. Regardez le traitement qui a été réservé à ce qu'on appelait les maquisards. On les arrêtait, on coupait les têtes, on exposait ça sur le marché, sur la place publique. Regardez plus tard le traitement qui a été réservé à tous ceux qui ont eu des velléités un peu poussées là de protestation. Ça ne badinait pas. Regardez aussi les organes que Ahidjo a mis en place pour mettre en place l'appareil répressif. La DIRDO, la célèbre DIRDO, je pense que c'est un mot où quand nous étions tout petits, on prononçait ça dans la maison, les gens avaient envie de faire pipi, tout le monde avait peur, quoi. La DIRDO, le CEDOR, hein, le CEDOR, c'était le Centre d'études et de documentation, hein, géré par Jean Fauchivet. La DIRDO, hein, la direction de la recherche et de la documentation. Et tout ça a changé, après c'est devenu le CNR. Regardez les instruments comme la CEMIL, parce qu'il y avait le tribunal militaire, donc c'est la CEMIL à l'époque qui vous arrêtait, faisait des enquêtes, et on vous passait devant le tribunal militaire. Donc, regardez les juridictions, la Cour de sûreté de l'État, regardez le tribunal militaire, ce que vous appelez en ce moment le CED, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque là, la BMM, Brigade Mixte Mobile, qui était une prison vraiment redoutée, redoutable et redoutée par tous les hommes politiques qui osaient s'exprimer au Cameroun. Regardez les prisons comme Mantoum, les prisons comme Yoko, les prisons comme Tcholire, Kondengi à côté, c'est du petit lait, quoi. Donc, vous voyez, tout cet appareil-là ont créé ce qu'il appelle la règle du précédent. Pourquoi? Parce que pendant cette époque, si vous allez en France, je commence surtout la France, allez à la Bibliothèque nationale de France, la grande bibliothèque que François Mitterrand a construite. Lisez beaucoup, il y a beaucoup de livres là-bas que vous pouvez lire, il y a énormément de livres. Il faut lire ces livres-là. Quand vous lisez ces ouvrages-là, vous voyez bien que pendant toutes ces années de la gouvernance de Ahidjo, au plan économique, c'était bien, au plan patriotique, c'était bien, au plan du traitement des Camerounais, ça veut dire que l'accès à l'éducation, la nourriture, le logement, la santé, la construction des infrastructures, c'était bien. C'était une bonne gouvernance. Mais il avait sans cesse été interpellé par les organisations internationales, Amnesty International, Human Rights Watch, etc. Il était interpellé sur les questions de droits de l'homme. Il avait été interpellé parce que bon, il n'y avait pas encore la globalisation comme aujourd'hui. C'était beaucoup la France qui intervenait directement. Et Ahidjo avait été beaucoup interpellé par la gauche française, en l'occurrence François Mitterrand. Il existe des archives déclassifiées. Vous voyez plusieurs lettres que les Mitterrand. Il faut aller à la Bibliothèque nationale de France. Je dis surtout pour ceux qui sont en France, là, qui bavardent beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'étais en France, c'était mon univers, quoi. C'est que je vais à la Bibliothèque nationale de France, c'est l'extase, c'est la jouissance. Je pouvais arriver à 8 heures et lire jusqu'à la fermeture. Toute la semaine, c'est que si j'étais à Paris, j'allais là-bas vous plonger dans un univers où vous avez beaucoup de choses à lire. Et vous voyez bien que la gauche française, avec François Mitterrand, n'avait cessé d'interpeller Ahidjo en disant, voilà, tu ne peux pas faire ça à Wandje, nous lui envoyons l'assistance juridique, on connaît bien l'affaire, Badente avait été refoulé, il n'avait pas eu accès, Wandje n'avait pas eu accès à l'avocat, Ahidjo avait dit, je suis le président, le Cameroun est un État souverain, il a jugé Wandje, il a fusillé. Dans le cas de Oumyobé, ce fut pareil, les communistes avaient protesté en France, il n'a entendu personne, il a jugé Ernest Oumyobé, il a fusillé. Dans le cas de Moumié, il y a des lettres où la gauche française avec les Mitterrand avaient protesté avec leurs avocats. Il ne faut pas croire. Là, je parle encore bien de l'histoire. Hein. Je n'invente rien. Je dis encore, lisez Philippe Gaillard, un Français qui a écrit sur le Cameroun. Tome 1, tome 2. C'est les faits. Si on lit, on comprend ça. Mais si on ne lit pas, on raconte n'importe quoi, alors on s'égare. Voilà, oui, voilà, Yves. Là, il y a de nombreux cerveaux qu'il avait maintenus en exil, comme Mongo Betty. Il y en a d'autres, hein, ils sont très nombreux. Wungli Masaga, ils sont très nombreux. Je ne peux pas tous les citer. Donc, quand on regarde, la gauche française n'avait cessé d'interpeller le président Ahidjo en disant attention, tu ne peux pas faire ça.
Il faut respecter les libertés publiques, il faut respecter les gens, il faut libérer les gens. Tu ne peux pas les maintenir en détention, il faut les libérer, il faut... Oula, en disant il faut les libérer, il ne faut pas les maintenir en détention. Mais malgré ça, le président Ahidjo, il était resté sous. Il a fusillé Wandje, il a fusillé Moumié, il a fusillé Wandje, il a fait exécuter Moumié à l'étranger, enterré à l'étranger. Sa tombe a été profanée, je ne peux pas dire que c'est lui. Bref, ce n'était pas facile pour les adversaires politiques du président Ahidjo. La violence politique était à son comble. Le respect des droits de l'homme n'était pas la norme. Bon. La conséquence de tout ça, c'est que lorsque la gauche française, ou quand vous regardez, il y a un conteneur d'échange entre Mitterrand et Ahidjo. Quand vous lisez ça, vous comprenez que Ahidjo et Mitterrand ne pouvaient pas travailler ensemble. Il faut aller à la Bibliothèque nationale de France. Les archives sont déclassifiées. Allez là-bas, lisez. Vous comprenez que Mitterrand et Ahidjo ne pouvaient pas s'entendre. Bon. Je pense qu'Ahidjo, à l'époque, quand il faisait ça, donc il arrive au pouvoir, je ne sais pas en 1900 combien, il se disait jamais la gauche n'arrivera au pouvoir parce que c'est les gaullistes qui étaient au pouvoir qui régnaient en France. Et malheureusement, à la mort du général de Gaulle, il y a des discussions entre les héritiers. Ça veut dire que Chaban-Delmas, André Guichard pour le Grand Ouest de la France, Chaban-Delmas pour le centre-ouest de la France, Pierre Mesmer, Jacques Chirac, ils se discutent l'héritage. Et pendant qu'ils se discutent l'héritage, Giscard prend le pouvoir. Bon, Giscard prend le pouvoir, et les gaullistes sont déjà hors du pouvoir. Ils sont un peu affaiblis. Giscard met de côté Foccart. Mais les gaullistes se disent, bon, pour revenir dans le jeu, il faut écarter Giscard rapidement. Donc, il faut soutenir la gauche pour que Mitterrand aille au pouvoir. Et ils font une sorte de trade deal. Mitterrand fait 14 ans, après il va nous donner le pouvoir. Et Mitterrand doit arriver au pouvoir. Et bien, quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Pression sur Ahidjo. Ça, c'est Philippe Gaillard dans son livre qui raconte. Pression sur Ahidjo. Ahidjo dit, bon, voilà, pour ne pas avoir de problème, je vais donner le pouvoir pacifiquement. Peut-être que ça va me sauver la mise. Mais hélas, ça n'a pas sauvé la mise à Ahidjo. Les institutions que Ahidjo avait créées pour mater ses adversaires politiques, pour éliminer Oumniobé, pour éliminer Wandji, pour éliminer Moumié, pour éliminer Osende Afana, pour éliminer tous ces gens-là. Les institutions, dont la DIRDOC, le CEDOC, le CNR, le CED, le tribunal militaire, la Cour de sûreté de l'État, les prisons de Manchou, de Tcholiré, la BMM, toutes ces institutions-là, les mêmes institutions, ce sont elles qui ont décapité Ahidjo et tout son système. C'est ce qu'on appelle la règle du précédent. C'est-à-dire que tout ce que toi tu as mis en place là, ça te rattrape. Les mêmes institutions que Ahidjo avait mis en place. Si je n'ai même pas besoin de vous faire un film là, vous n'avez qu'à regarder l'histoire. Comment est-ce qu'on a jugé les gens du 6 avril? Où est-ce qu'ils ont été jugés? C'était devant le tribunal militaire. D'autres ont été jugés devant la Cour de sûreté de l'État. Ils ont été enterrés où? Ils ont été exécutés, fusillés comme ils avaient fusillé les maquisards à l'époque. On les a fusillés aussi à Mbalmayo. Ils ont été enterrés dans des fosses communes, comme ils enterraient les maquisards dans les fosses communes. Ils ont subi le même traitement qu'eux, ils ont réservé. C'est l'histoire. Hein? Je ne dis pas que je suis pour ou contre. Je parle des faits historiques. Et je pourrais citer d'autres livres des auteurs camerounais, mais je ne veux pas créer la polémique. Je pourrais parler de Philippe Gaillard, qui lui a un regard extérieur par rapport à cela. Les mêmes choses que l'administration Ahidjo a fait subir aux UPCistes et aux adversaires, aux gens de Mida, etc. Ils ont subi exactement la même chose, et le traitement qu'ils ont subi, ils l'ont subi devant les mêmes juridictions ou les mêmes organes publics qu'ils avaient mis en place. Je répète encore, la Cour de sûreté de l'État, le tribunal militaire, le CEDOC, la DIRDOC, la DGSN, le CED, etc. Ce sont les prisons. C'est dans ces endroits qu'ils ont été détenus et ils ont subi le même traitement. Pour que vous compreniez les conséquences de la règle du précédent, dites-vous une chose, Ahidjo a été condamné par contumace, comme il avait fait condamner par contumace ses adversaires politiques, comme les Moumiés. Il est mort, il a été enterré à l'étranger.
comme les Félix Roland Moumier sont morts et ont été enterrés à l'étranger. Moi, j'ai cherché à comprendre qu'ont dit les organisations internationales à cette époque. Donc, je suis allé regarder dans le record, ce qu'on appelle le record, dans les archives numérisées. Parce que tous n'ont pas numérisé leurs archives, mais certains ont numérisé leurs archives. Donc, vous pouvez consulter les archives numérisées des grandes organisations internationales comme Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House et d'autres. Quand vous consultez ces archives, vous vous rendez compte qu'à cette époque, malgré tout ce qu'Aïdjo a subi, personne n'a protesté. Il n'y a pas eu de levée de volet de bois vert d'Amnesty International qui a dit non, c'est grave, vraiment, l'administration Aïdjo est victime de ceci. Il n'y a pas eu de volet de bois vert. Et je me suis demandé, mais pourquoi les organisations internationales n'ont pas protesté? Justement, parce que autant pendant les 22 ans, je ne sais pas bien combien d'années, 22 ans qu'Aïdjo a géré le Cameroun, 22 ou 25 ans, elles n'ont cessé de protester contre les sorts qui étaient réservés à ses adversaires politiques. Exécution, disparition, enlèvement, torture, exécution, etc., etc., etc. Elles ont cessé de protester. Mais l'administration camerounaise leur répondait toujours que le Cameroun était un État souverain et que le chef de l'État tient bien la barque et dirige le pays. Bon. Quand cela leur a été appliqué, ben, les mêmes organisations internationales sont plus ou moins, elles ont fermé les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient créé ce qu'on appelle la règle du précédent. Ça veut dire qu'ils avaient créé un antécédent ou un précédent. Ils avaient créé tellement de faits précédents qui font que ça a été difficile de les défendre, bien qu'en tant qu'humains, ils avaient droit à le rouleau compresseur, alors qu'il a, je dis bien encore, rendu pacifiquement le pouvoir. Le rouleau compresseur qu'ils avaient mis en place s'est abattu sur lui et ses gens. Quand je fais le paradoxe maintenant, je regarde le paradoxe, vous regardez la Côte d'Ivoire maintenant. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, vous avez Laurent Gbagbo qui sort du pouvoir dans les conditions vraiment catastrophiques, bombardé dans son palais, arrêté, vraiment, on lui met le casque à la tête, on l'amène à l'hôtel du Congo. Nous avons tous vu les images. On le déporte à la CPI. Et pourtant, quand on regarde bien, Gbagbo est resté, ressort de la CPI, il y avait un acquittement, va rentrer chez lui, son parti est en place, il n'a pas disparu comme l'UMC, ses cadres sont en place, ceux qui avaient été arrêtés sont libérés, ceux qui étaient en exil sont en train de rentrer, et Gbagbo va reprendre ses activités politiques. Alors, interrogez maintenant la gouvernance de Gbagbo. Vous ne retrouvez pas dans la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo le fait qu'il ait arrêté, jugé et emprisonné ses adversaires politiques. Laurent Gbagbo a été arrêté et jugé par Houphouët-Boigny, ça il faut le dire. Laurent Gbagbo a été arrêté et bastonné sous Konan Bédié. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais arrêté et bastonné Konan Bédié ni Alassane Ouattara. Mieux, je peux dire avec certitude, parce que je me trouvais en France, mais je n'entre pas dans beaucoup de détails, j'étais là. Quand Gbagbo est arrivé, il avait envoyé toute une délégation venir en France avec un avion, demander à Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. Il avait organisé une sorte de grand forum de réconciliation. Bon, après, apparemment, ça n'a pas plu à tout le monde. Deuxièmement, vous retrouvez encore, en lisant les journaux français comme Mediapart, Le Monde diplomatique, vous retrouvez des articles où on vous dit que quand il y a eu des coups de feu en 2002, Gbagbo avait envoyé l'armée aller prendre ses adversaires politiques pour les mettre dans un lieu sûr, à l'ambassade de France ou ailleurs, pour qu'ils puissent être sécurisés, pour qu'ils ne soient pas tués. Donc, il a accordé un traitement honorable à ses adversaires politiques. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Mabry Touakeus, que sais-je encore, ils sont très nombreux là. Gbagbo a accordé un traitement honorable, de un. De deux, il a toujours dialogué avec eux face à face. De trois, il les a accordé un statut. Ça veut dire qu'ils avaient droit à un véhicule de fonction. Ils avaient droit à un homme en tenue qu'eux-mêmes ils avaient choisi pour assurer leur sécurité. Ils avaient droit à des émoluments. Ils avaient droit à de l'argent pour financer leur parti politique. Et mieux, malgré le fait que la Côte d'Ivoire était attaquée, était en rébellion, Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire avec ses adversaires politiques. Guillaume Soro était Premier ministre.
Les hommes de Gbagbo comme Ahmed Bakayoko, de Ouattara comme Ahmed Bakayoko étaient ministres. Les hommes du président Bédié étaient au gouvernement. C'est-à-dire que le PDCI était au gouvernement, le RDR était au gouvernement, le MPCI de Général Guéhi avec Mabri Touakou, c'était au gouvernement. Donc Gbagbo a travaillé avec ses adversaires politiques. Il ne les a pas arrêtés. Il n'a pas créé un procès pour les mettre en prison, pour les juger, pour les condamner et pour dire voilà, je reste. Non, il les a traités de manière honorable. Il n'a pas créé un précédent. La Côte d'Ivoire, sa DST, comme on dit, ce qu'ils appellent chez eux la DST. Mais quand vous allez regarder, Gbagbo n'a jamais mis ses adversaires politiques on n'a jamais arrêté un homme politique vraiment de poids en Côte d'Ivoire et puis on allait le torturer à la DST. Gbagbo n'a jamais fait ça. Gbagbo n'a jamais fait ça. Je vous dis, il était entouré des esprits, là, comme les professeurs Albert Bougie, comme les Laberty, comme les... Donc, ils ont tout fait pour respecter ce qu'on appelle la règle du président. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait une entorse à la règle du président. Gbagbo n'a pas arrêté ses adversaires politiques. Il ne les a pas jugés devant un tribunal militaire. Il ne les a pas mis en détention. Il ne les a pas ostracisés. Il a créé des conditions pour qu'ils puissent se déplacer. Même les rebelles, alors que le pays était coupé, étaient au gouvernement, ils étaient à Abidjan. C'est-à-dire que les gens du FI ne pouvaient pas aller au nord, mais les gens du nord qui avaient pris les armes vivaient à Abidjan. Et ils circulaient, ils donnaient des interviews. Les Ouattao avaient les hommes à Abidjan, avaient les armes, mais ils vivaient à Abidjan. Lui, il vivait à Abidjan. Et ils avaient toute la sécurité, l'immunité, ils pouvaient s'exprimer dans les médias. Donc, Gbagbo n'a pas créé il a respecté ce qu'on appelle dans la science politique, à un haut niveau, je ne parle pas de la politique du quartier, du sous-quartier que font les gens du Manidem, etc., etc. Je ne parle pas de la politique du sous-quartier, je parle de la politique du haut niveau. Donc, Gbagbo a respecté le principe de la règle du précédent. Ça veut dire que de la manière que tu traites ton adversaire politique, je dis ça, c'est important parce que dans toutes les grandes écoles de sciences politiques, que ce soit Kennedy School of Political Science de Harvard, que ce soit ici à Chicago, Warren Buffett Institute of Politics, que ce soit Acero, dans ces états, on vous rappelle tous les jours, pour ceux qui veulent aller assister à un workshop là-bas, moi j'en ai assisté avec les Bernie Sanders et autres, ils vous disent que dans politique, le fondement de la démocratie en Occident, c'est le respect de la règle du précédent. Ça veut dire que si le président républicain traite bien ses adversaires démocrates, c'est parce que quand il a été, un démocrate est au pouvoir, il a bien traité un républicain. Pour que vous compreniez bien, regardez quand McCain, le sénateur John McCain est décédé. Qui c'est qui a prononcé l'oraison funèbre de John McCain? 2 personnes. Bill Clinton, Barack Obama surtout. Qu'est-ce que Barack Obama a dit? Moi, j'ai regardé ce discours au moins 10 fois, 20 fois. Barack Obama a dit, moi, bon, vous savez, j'ai perdu les élections, mais McCain, pour moi, c'était comme un papa. Même s'il était blanc, c'était comme un père. Il avait plus d'expérience, c'était un vieux sénateur, il connaissait beaucoup de choses. Le soir, quand les lampions étaient éteints, quand tout le monde dormait, il passait par la porte dérobée et il venait à la Maison Blanche. Lui et moi, on causait de politique. Et quand j'ai regardé encore beaucoup de vidéos, vous voyez bien comment Obama a reçu McCain, bien, lors du dîner. Bon, il y a beaucoup de dîners qui précèdent la transition du pouvoir. Obama a reçu McCain. On voit comment Michelle Obama embrasse McCain. Obama l'a reçu à la Maison Blanche avec tous les honneurs. Il a très bien traité. Et le jour où McCain décède, Obama dit que de son vivant, McCain l'avait appelé pour lui dire qu'il faut que tu te prépares à prononcer l'oraison funèbre lorsque je serai inhumé. Voilà. Donc, c'est Obama qui prononce l'oraison funèbre au décès de McCain et c'est McCain qui donne le feu vert à Obama de son vivant, pas que testament. Il lui écrit de son vivant, il lui dit que voilà, je vais décéder là parce que mon cancer est dans une phase terminale. Il va falloir que tu viennes prononcer une oraison funèbre. Parce que McCain a respecté la règle du précédent. Dans la politique aux États-Unis, le fondement, pas seulement aux États-Unis, en France, en Allemagne et autres, dans la politique, le principe de la règle du précédent est le socle de la démocratie. C'est-à-dire, comment est-ce que vous traitez vos adversaires politiques?
c'est comment est-ce que vous serez traité vous-même demain, et c'est comment est-ce que le pouvoir se perpétue, et c'est comment est-ce qu'il y a la transition du pouvoir. Mais quand vous arrêtez un adversaire, vous le mettez en prison, ben vous créez une cassure. C'est pour ça que vous ne voyez jamais ici en Occident un président arriver au pouvoir et puis à ramasser ses adversaires et mettre en prison. C'est la règle du précédent. C'est pour ça que je dis tout le temps sur mon mur, la règle du précédent. J'ai quand même eu, c'est une grâce de Dieu, c'est une chance d'avoir eu ici aux États-Unis des meilleurs enseignants, et parmi lesquels des Français. J'ai publié la photo avec Christian Taubira, je pourrais publier la photo avec Dominique de Villepin, je pourrais publier la photo avec Alain Juppé. Je pourrais, mais bon, on me dit toujours, oh non, ne t'expose pas trop, c'est pas bien, bon. Pas. Et ils vous disent tous que la règle du précédent, comment vous traitez vos adversaires. En France, Sarkozy était président, vous vous rappelez bien, il s'est rendu à Bordeaux voir Alain Juppé. Vous dit, bon, voilà, il faut que tu entres au gouvernement comme vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, de l'écologie, etc., etc. C'est parce qu'il traite bien ses adversaires. En France, regardez comment Hollande a traité Chirac. Et je veux dire, la politique, l'un des fondements de la politique, c'est comment vous traitez la classe politique. Et je vous dis, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, Gbagbo s'en est tiré la manière dont il a traité ses adversaires politiques. La manière dont il a traité Henri Konan Bédié. D'abord, je ne vais pas parler de Gueye parce qu'on n'a jamais fait la lumière sur ce qui s'est passé. La manière dont il a traité Henri Konan Bédié, la manière dont il a traité Henri Konan Bédié, la manière dont il a traité Alassane Ouattara, la manière dont il a traité Mabri Touakeus, la manière dont il a traité tous ces gens. Il les a traités avec les Guillaume Soro. Il a gouverné avec eux. Vous avez suivi Guillaume Soro qui dit, à l'époque, je critiquais Gbagbo sur RFI, mais je venais au conseil des ministres, il disait, ah, Guillaume, c'est comment? Tu vas bien? Et il parlait, il faisait le conseil des ministres, et chacun rentrait chez eux. Et lui m'avait dit qu'aujourd'hui, il ne peut plus faire ça. Donc, Gbagbo, c'est la manière dont il a traité ses adversaires politiques. Il a respecté le principe, la règle du précédent. Et je le dis encore, il était entouré des cerveaux. Albert Bougie, hein, Guy Laberty, des cerveaux qui lui ont dit, Laurent, fais la politique de haut niveau. Et il est sorti de là comment? Quand il a été arrêté, parce que bon, Sarkozy voulait absolument sa tête, il a été transféré à la Cour pénale internationale, il a été jugé. On voit très bien que même les gens qu'on avait envoyés, pour venir témoigner contre Laurent Gbagbo, ils arrivaient là, ils disaient bonjour président et ils souriaient. Le procureur était dépassé, quoi. Il dit mais on voit les gens qui disent que Gbagbo a tué leurs parents et tout, mais ils viennent, ils le saluent, bonjour président, et beaucoup de sympathie. Ça n'a pas prospéré. On a vu des gens qui ont eu du mal, qu'on a demandé en Côte d'Ivoire d'aller témoigner contre Gbagbo, ils ont fui. Parce qu'ils ont dit, mais attends, cet homme-là était sympathique avec tout le monde ici. Pourquoi c'est ma tête qui aurait dit du mal de lui? Les gens ont fui. Alors qu'on ne les a pas mis un fusil sur la table, alors qu'il y a peur de rien, ils ont fui. Et la Cour pénale a eu du mal à rassembler des arguments. Le tribunal a dit, bon, on perd du temps là, on le libère, et il rentre chez lui. Et Gbagbo va bientôt rentrer parce que je ne pense pas que Ben Saouda va faire appel, déjà qu'elle parle de la CPI. Gbagbo rentre chez lui. Et pourtant, quand vous regardez Aïdjo à côté, il n'a pas eu cette chance. Il est mort, il est enterré au Sénégal. Parce qu'il a créé la règle du précédent. Le traitement qu'il a réservé à ses adversaires politiques a créé la règle du précédent. Aïdjo, quand il exécutait les Oumniobé, quand il exécutait les Wandje, quand il ne pouvait pas s'imaginer qu'il a tiré la colère des communistes français, il a tiré la colère des socialistes français, qui, bon, dans un silence froid, lui avait gardé dents. Et si vous lisez Philippe Gaillard, tome 1 et 2, vous allez bien comprendre. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas eu d'état d'âme. Ils ont pris quelqu'un à côté de lui, ils ont mis là, et on lui a appliqué ce que lui l'a appliqué aux autres. On a bougé son système. Alors même que je dis qu'il avait donné pacifiquement le pouvoir. Et Gbagbo, lui, il est sorti dans des conditions violentes, mais ils sont partis en place. L'UNC n'existe plus au Cameroun, le FPI existe en Côte d'Ivoire. Les cadres de l'UNC, on ne sait même plus qui c'était, mais en Côte d'Ivoire, ils sont tous là. Vous pouvez les voir dans les médias. Assoadou, Laurent Akoun, Hubert Oulay, Afin Gessan, Blé Goudé, ils sont tous là. Émile Guerriello, Konen Katina Justin. Bientôt, ils vont revenir en Côte d'Ivoire et ils vont se relancer, que ce soit dans les élections législatives, municipales, régionales, présidentielles. Le FPI va repartir. Ils seront au cœur du pouvoir politique. Ils vont gouverner. Donc, ils n'ont pas été écartés du jeu politique parce qu'ils ont compris et ils ont respecté la règle du précédent.
Bon. Maintenant, je voudrais parler de... Parce que les gens m'ont dit, ouais, mais ton histoire là, ça ne marchera pas au Cameroun parce que de toute façon, Popo a le pouvoir. Moi, je dis une chose, c'est que ce que je sais, c'est que dans ce qui se passe en ce moment avec le procès de Maurice Kamto, ce n'est pas tout qui se dit sur la place publique. Mais nous, on rencontre des élus ici hein, et même ailleurs. Et il y a de grosses pressions sur Paul Biya avec les résolutions qui sont passées à l'Union européenne, au Congrès américain. Vous avez vu des élus, même américains, se déplacer jusqu'à Yaoundé. Il y a des grosses pressions sur lui. Bon. Il peut chercher à ne pas comprendre. Il dit, bon, je fais la sourde oreille, je fais comme si je n'ai rien compris. Qu'est-ce qui peut se passer? Je ne dis pas qu'est-ce qui va se passer, parce que personne ne sait ce qui peut se passer. J'invite les Camerounais à aller sur Yahoo et sur YouTube et taper Olusegun Obasanjo Trial. Ou bien vous tapez encore Olusegun Obasanjo plus Sani Abacha. Vous voyez tout ce qui va sortir et vous regardez toutes les vidéos qui sortent. Vous allez bien comprendre comment ça s'est passé au Nigeria. Lorsque Moshood Abiola estime qu'il a gagné les élections et décide de contester les élections, Sani Abacha l'arrête, donc parce que c'est la règle qu'on les a appris depuis la colonisation. Le juge et l'emprisonne. Ça, c'est les faits. Hein, vous lisez la presse nigérienne, Nigeria Watch, Sahara Reporter, vous allez dans leurs archives, il y a tout ça là. Donc il arrête le juge, il le met en prison. Donc Abacha va en prison. Et donc il y a des protestations au Nigeria de tous les côtés. Abacha envoie les gens en exil. Ceux qui protestent à l'étranger, vous arrivez à l'aéroport, on vous arrête, vous disparaissez. Exactement comme ça se passe au Cameroun en ce moment. Vous disparaissez complètement. Donc beaucoup de Nigérians fuient, s'en vont à l'étranger. Et la communauté internationale proteste. Mandela proteste, les Américains protestent, les Britanniques protestent, les Français protestent. Les protestations viennent de partout. Abacha dit non, le Nigeria est un État souverain. Ici, là, nous ne transigeons pas. Ils seront jugés ici au Nigeria et condamnés. Donc, Olusegun Obasanjo, qui est un ancien militaire, ancien chef d'État, se lève et essaie de faire entendre raison à Abacha. Abacha l'arrête et le met en prison. Le fait juger et condamné pour 3 ans de prison. Ou je crois 10 ans de prison, je crois. 10 ans de prison. Une année passe. La communauté internationale, les Américains, sénateurs, congressmen, défilent, essaient de faire entendre raison à Obasanjo. À Abacha, rien. 2 ans, rien. Obasanjo est toujours en prison. Bon, il y a tout un documentaire là sur YouTube. Hein. Vous pouvez regarder, vous allez comprendre. Les témoins de ce qui s'est passé racontent. Des Sud-Africains, des Américains, des Européens, des Britanniques, des Français, tous racontent. Comment ils ont écrit, fait pression, appelé, rien. Parce que Sani Abacha avait créé la règle du précédent. Lorsque Sani Abacha décède, regardez ce qui s'est passé à Sani Abacha. Posez-vous la question, qu'est devenu le parti de Abacha? Posez-vous la question, qu'est devenu les hommes du système Abacha? Posez-vous la question, qu'est devenu la famille de Sani Abacha? Posez-vous la question de quels sont devenus les avoirs de Sani Abacha. Au Nigeria, c'est Obasanjo qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire que ça a été foudroyant contre Sani Abacha. La communauté internationale aussi, ça a été foudroyant. Tous leurs avoirs ont été saisis. Jamais en Afrique, on a autant saisi les avoirs de quelqu'un comme les avoirs de Abacha et des gens qui étaient ses affidés. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que tout, comme on dit en anglais, every single person who have worked with the Abacha's administration is in jail. Toute personne qui a travaillé avec l'administration de Sani Abacha est en prison. Moi, j'étais surpris. Tous. Et ça n'émeut personne. Vous voyez, aucune communauté internationale, aucune organisation de droits de l'homme, aucun politicien étranger, aucun leader politique dans le monde dit, ouais, vraiment, ayant de la compassion pour ces gens, sortons-les de prison, parce qu'ils meurent les uns après les autres en prison. Tous les jours, ils décèdent en prison. Je ne dis pas que c'est un soin ou c'est un vœu, hein. C'est un constat. Je regarde ça parce que je dis, quand on est un homme et qu'on agit dans l'action publique, on doit quand même se dire, bon, faisons attention parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Tous les gens qui ont entouré Sani Abacha décèdent les uns après les autres
et sont enterrés et disparaissent complètement. Leurs avoirs ont été saisis partout dans le monde, à Dubaï, à Londres, en Afrique du Sud, aux États-Unis, à Hong Kong, Singapour, partout. Ils sont devenus rien. On n'en parle même plus dans l'arène politique. Abacha n'existe même pas. Je dis que quand on rend hommage à des présidents au Nigeria, on ne mentionne même plus le nom de Sani Abacha. C'est devenu l'horreur au Nigeria. Aucune personne ne peut même se lever s'il veut faire la politique au Nigeria, lever son doigt et dire je me réclame d'être de Sani Abacha. Pourtant, il a été l'homme de fer. Vous voyez même que dans le conflit de Bakassi, on avait des problèmes avec le Nigeria parce que Sani Abacha était aux affaires. Quand Obasanjo est arrivé, c'est un autre trend ou une autre tendance ou une autre politique qui a été mise en place, qui a conduit au règlement pacifique du conflit. Tout ça pour dire que, je veux dire que nous autres, quand on s'assoit ici, là, en Amérique, on écoute, on regarde, on lit beaucoup, on regarde les blancs faire, on entend autre chose que ce qu'on entend chez nous. Et comme dit Justice Cléro, les faits historiques se répètent exactement. C'est-à-dire que si on le dit, là, ce n'est pas amour pour ceux qui dirigent en ce moment notre pays. C'est-à-dire qu'ils doivent éviter de tomber dans le piège qu'ont connu les autres. Parce que bon, le pouvoir, malheureusement, ça rend arrogant, ça rend ivre. Vous êtes entouré de courtisans, vous avez dans le ventre là où vous sentez fort, vous avez des gens qui viennent vous voir, vous avez le pouvoir de décider. Votre décret a un pouvoir, ça peut changer. Hein? Si votre décret décide d'augmenter les impôts de 20%, ça peut tuer des entreprises. S'il décide de les baisser de 20%, ça fait beaucoup de bénéfices. Donc, mais vous devez comprendre, vous ne devez pas oublier que vous devez comprendre ce que vous dit le bas peuple. La règle du précédent est très dangereuse. Malheureusement, dans nos États africains, quand vous interrogez les politistes ou les analystes politiques aux États-Unis, ils vous disent, bon, en Afrique, les gens n'ont pas assimilé ce qu'on appelle chez nous, enfin chez eux aux États-Unis, la règle du précédent. Et donc, ça donne beaucoup de grabuge. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai fait cela. Et vous dire, attention, la règle du précédent, ça existe. Nous ne devons pas faire certaines erreurs. Nous devons éviter certaines erreurs. Et voilà. Hein, je ne vais pas plus loin. Hein, je m'arrête là. C'était tout le propos de mon live. Ça va bientôt faire 1 heure. Je ne veux pas que ça fasse plus d'1 heure. Voilà, la règle du précédent, dont j'ai expliqué, pour dire que dans le procès de Maurice Kamto, je vois des gens à Yaoundé qui jubilent en disant « Oh, Kamto, vous allez voir, on va le condamner comme… » On voit ça sur le mur de Asingana. Bon, on voit ça moins sur le mur de Onan Guinée maintenant, parce que depuis qu'il sait qu'il est sur les tablettes des organisations internationales des droits de l'homme et qu'un jour on peut l'arrêter dans les aéroports, il parle différemment maintenant. Il dit le DJ, le sacrificateur, je ne comprends pas trop. On ne comprend pas trop de qui il parle, de quoi il parle. Bon. Mais on voit ça sur le mur d'Asingana qui continue à dire non, voilà, comme on avait ou des Pierre Mila à souder. Bon, comme Wandi avait été fusillé, on va arrêter Kamto, on va le condamner à mort, on va le fusiller, on s'en fout de la communauté internationale. Faites attention. Faites attention. Abacha a payé lourd dans la règle du précédent, avec tous les hommes qui l'entouraient. Lourd. La communauté internationale lui a fait ça, payer ça très lourd. Quand les gens vous appellent de l'étranger, vous dites faites attention, n'allez pas là où vous voulez aller là, n'allez pas là. Quand vous avez déjà des résolutions à l'étranger contre vous, au Congrès aux États-Unis, au Sénat bientôt, au Parlement européen, quand vous avez déjà les grands noms de ce monde qui vous écrivent, et nous on voit les lettres ici, qui vous écrivent en disant ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous retomber dans la gueule. Si vous dites bon, on va passer en force parce qu'on a la CEMIL, on a le C, on a l'armée, on a les gendarmes, on a Abacha aussi avec tous ces hommes là. Aïdjo avec tous ces hommes. Aïdjo avait l'armée. Aïdjo avait l'armée. Abacha avait l'armée. Moubarak avait l'armée. Ben Ali avait l'armée. Mais ils sont tombés. Et quand ils sont tombés, quel est le sort qui leur a été réservé? Aïdjo et Abacha, deux pays voisins. Regardez le sort qui leur a été réservé. Ils ont été complètement broyés et les hommes qui étaient avec eux ont été broyés. Regardez maintenant Laurent Gbagbo, qui pendant ses 10 ans, malgré l'adversité qu'il a subie, a respecté, a créé la règle du précédent, a respecté ses adversaires politiques. Gbagbo est encore politiquement intact. Simone Gbagbo est intact. J'ai vu l'autre jour Simone Gbagbo aller
dans le nord, là, j'oublie le nom de la ville, c'est pas Bouna. Je crois que c'est Bouna. Dans le nord, elle allait dans le nord faire un meeting. Elle allait en pays Sénoufou, elle allait au nord faire un meeting. Elle allait faire un meeting. Et elle va continuer ses meetings dans le partout. En pays d'Ivla aussi, faire des meetings. Le FPI a des militants là-bas. Elle ouvre la voie. Gbagbo va revenir, ce sera autre chose. Il y aura foule. Comprenez, il a quitté. Il va reprendre sa place dans l'arène politique. Il peut être candidat encore à la présidentielle. Ou bien il sera le parrain de la jeune génération. D'ailleurs, Blé Goudé a transformé le projet en parti politique. Non, parce que ces gens, pendant qu'ils ont été agressés, leurs conseillers politiques, comme les Albert Bougie et tout, leur ont dit, voilà, la politique de haut niveau qu'on commande dans la vie publique, on respecte la règle du précédent. Parce que de la manière que tu respectes la règle du précédent, de la manière que la règle du précédent te sauve le jour où tu n'es plus au pouvoir et que tu es en difficulté. Et même si tu meurs, par exemple, du second Paul Diamant là au pouvoir, qui sait de quoi demain sera fait? Cette règle du précédent peut sauver sa famille. Je vous dis, regarde la famille de Gbagbo, elle vit en Côte d'Ivoire. Regarde la famille de Mobutu, elle vit en exil. Ils travaillent dans les McDonald's ici. Ils ont changé même leur nom pour qu'ils ne s'appellent plus Mobutu. Ils n'ont plus d'autres noms. Voilà. Je m'arrête là. C'était un peu de science politique là. J'invite, j'ai dit encore, j'ai donné mes références. Philippe Gaillard, le Cameroun tome 1, le Cameroun tome 2, Guy Laberty, Adieu Abidjan sur scène. Vous allez sur YouTube, vous tapez Olusegun Obasanjo documentaire, et vous allez voir tout ce qui sort là. Vous allez voir des choses très intéressantes. Le documentaire sur tout ce qui s'est passé avec Obasanjo, le procès d'Obasanjo devant le tribunal militaire, après quand il a été acquitté, après quand il a été à Boubacar, la veille, il a agi, et ce qui s'est passé par la suite, etc., etc., etc. Obasanjo est devenu président, sa prestation de serment. Vous avez tout, vous avez beaucoup de matériel là qu'il faut regarder. Ça permet de bien comprendre la règle du précédent. Et ceux qui sont en France, je vous invite à aller à la Bibliothèque nationale de France, essayer de demander qu'est-ce qu'on a ici sur le Cameroun. Comme tout est numérisé aujourd'hui, ils vont vous sortir une liste. Si vous vous baladez là-dedans un week-end, vous allez lire beaucoup de choses intéressantes. Comment Mitterrand à l'époque, les communistes protestaient auprès d'Aïdjo. Et à son tour, quand il a crié « Ah, je suis mort !» personne n'a entendu. Ça a donné ce que ça a donné. Il est au Sénégal. Voilà. Donc, je m'arrête là. Ça, c'était une invitation à notre classe politique à avoir des mœurs pondérées. Cette haine anti-Kamto qu'on lit sur les réseaux sociaux, à Singana, Charlie Chikanda, Mila Asouté, cette haine anti-Kamto qu'on lit sur les réseaux sociaux, mais qui déborde même le cadre, mais on se demande si Kamto encore un être humain, nous allons le tuer. J'ai lu des choses, j'ai des messages ici, inbox. Oh, Kamto, on va utiliser son sang pour faire le pâté, pour faire le cirage à chaussures. Vous entendez ça? Mais moi, je ne veux pas publier ça parce que ça va mettre de l'huile sur le feu. Faites attention, les chers frères. Au Nangini, je lui ai dit ça. On a fait attention. Vous voyez, aujourd'hui, il ne fait plus comme il faisait avant, là, où il écrivait des trucs, la tontine des matchs. Il dit, fais attention au Nangini. Tes écrits peuvent te rattraper demain. Tu parlais demain, dis, voilà, au Nangini va enseigner dans telle université. On te sort tes écrits, on dit, voilà, cet homme, c'est un homme qui a encouragé ceci. Tu peux vouloir travailler dans une organisation internationale, ça te ferme les portes. Tu peux vouloir faire beaucoup de choses. Tout ce que tu as écrit sur le net, là, ça va te bousiller. Tu es fini. Il faut respecter la règle du précédent. Respectons les adversaires politiques. Ce n'est pas la guerre. Voilà. Donc, même ceux qui dirigent là, il y a des parents dedans. Je l'ai dit, les parents, faites attention. Vous ne savez pas ce que demain sera. Vous ne savez pas. Je vous ai pris l'exemple d'Aïdjo. Quand il faisait, il ne savait pas que les gens, les socialistes qui lui écrivaient une lettre par semaine, ils ne savaient pas qu'un juge seront aux affaires. Et regardez comment on l'a traité. Comment on lui a fait. On a pris quelqu'un à côté de lui qui lui a bousillé. Vous ne savez pas. Parce qu'on peut dire à Kamto, ça peut même ne pas être Kamto. Ça peut être dans quelqu'un à côté de Paul Biala qui sort là et qui décapite ce système-là avec une violence pas possible que jusqu'à même les gens de Biala disent, mais vraiment, si on savait même encore mieux Kamto. Donc faites attention. Faites très attention. Voilà, je m'arrête ici là. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous retrouve plus tard dans l'après-midi, vers 16h ici. Donc, disons dans 5 heures de temps, on va faire un live. Donc, disons dans 4 5 heures de temps, là, on va faire un live sur
on va faire un live Facebook sur la monnaie digitale. Voilà. Non, sur, voilà. Je ne vais pas montrer les informations parce que ça contient les informations. Voilà, parce que c'est une carte. Voilà. Voilà une carte. Voici la monnaie. Ça, c'est une carte. Ça, c'est une carte. Ça, c'est la monnaie, ça. Ça, c'est la monnaie. Mais ce n'est pas la monnaie qui est créée par la Réserve fédérale américaine. C'est une monnaie qui est créée par les entreprises et les banques qui créent eux-mêmes leur monnaie. Ça, c'est la monnaie. Je vais vous expliquer comment nous, bon, je vais parler trop dans les détails. Moi et les amis, nous avons levé plusieurs millions de dollars ici, qui se chiffrent en plusieurs milliards. Parce que si je donne le montant, vous aurez mal à la tête. Pour créer une entreprise ici aux États-Unis, je ne vais pas ajouter le nom de l'entreprise. Et l'entreprise, elle est encore en phase de, elle est encore en phase de développement. Ici, là, plusieurs milliards ici. C'est de l'argent. Je vais vous expliquer comment le processus de création de l'argent. Je vais vous expliquer comment nous avons travaillé pour qu'à partir de ce genre de création monétaire soit possible au Cameroun. C'est-à-dire que ce n'est pas la BEAC qui crée la monnaie, mais c'est de la monnaie. Les banques, les entreprises s'asseyent. Une régulation de la BEAC et du ministère des Finances permet de créer de la monnaie. Et cet argent-là, dont on a chiffré à peu près à 2000 milliards de CFA pour le démarrage, va être utilisé exclusivement pour développer les très petites entreprises. Je dis bien les très petites entreprises. La femme qui fait le beignet haricot, la femme qui fait le tourne d'eau, le cordonnier, le pressing, le chauffeur de taxi, etc., etc. Et développer le commerce électronique. Parce que le commerce électronique, ça permet de développer les PME, PMI. Ça met 2000 milliards sur la table pour la consommation. Voilà. Pour ça, comme tu avais parlé de ça dans son programme. Donc, il n'a pas eu, je vous ai dit, le PDF que vous avez, ça, c'est la version condensée. Mais sinon, derrière, il y a une version qui fait près de 1000 pages de travaux et on ne fait qu'enrichir ça tous les jours. Donc, je vais vous expliquer comment, parce que c'est un programme qui avait été créé aux États-Unis par Bill Clinton, quand Bill Clinton était président, qui avait été porté par deux économistes, Joseph Stiglitz, professeur à la Columbia Business School, qui a eu le prix Nobel d'économie, Larry Summers, président de la Harvard Business School, School of Business, et qui ont été les conseillers du président Clinton. Et dans ce qu'on appelle le package stimulus, on avait mis en place ce programme qui a mis 256 milliards de dollars sur la table pour financer les petites et moyennes entreprises et les entreprises du commerce électronique. Ça a donné naissance au Amazon, à plein de grandes chaînes franchisées aux États-Unis. Donc, c'est possible dans notre pays et ça démarre avec 2000 milliards au moins. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment cette création monétaire se fait et comment est-ce que cela va être utilisé pour développer les très petites et moyennes entreprises dans notre pays, les sorties de l'informel, les faire payer désormais les impôts pour développer le Cameroun. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Le temps pour moi de faire une course et je reviens et avec un frappuccino de Starbucks et on lance notre live là. Donc, restez connectés. On va parler de ça. Je vous montre la face-ci. Hein, parce que sur l'autre face, il y a des informations, des informations personnelles. Donc, ceux qui piquent les informations personnelles sur l'autre face sont capables d'aller utiliser la carte pour se faire du pognon. Sont capables de vider l'argent qu'il y a dans la carte. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Donc, voilà. Mais c'est de la création monétaire. Ce n'est pas de l'argent, c'est de la création monétaire. C'est comme si tout à l'heure, on en parlera. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Vraiment, à tout à l'heure. Bye.